Bienvenue à tous dans le Talk Afrique sur Medium TV Afrique. En juin dernier, le chef de l'État ivoirien annonçait lors d'un conseil des ministres la création de 12 nouveaux districts autonomes en vue de porter le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues. Ces 12 districts viennent s'ajouter aux 2 existants, Abidjan et Yamoussoukro. Cette émission entend aborder les enjeux de la création de ces nouveaux districts autonomes et mettre un accent sur l'évolution de la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire. Et pour en discuter, 2 consultants en plateau, Émile Bella-Kouakou, il est consultant en développement international. Bienvenue, Émile Bella. Merci beaucoup, merci de m'avoir ici. Sur notre plateau, un autre consultant, Alain Kouadio, consultant en décentralisation et développement local. Alain Kouadio, heureux de vous recevoir à nouveau. Merci, M. Ouma. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. En réalité, je vous suis infiniment reconnaissant pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer devant les téléspectateurs nationaux et internationaux. La question de la décentralisation, les questions de développement, nous allons en parler pendant 26 minutes. Et la première question pour vous deux, pensez-vous qu'il y a un déséquilibre au niveau du développement des différentes régions en Côte d'Ivoire? Pourquoi surtout? Effectivement, il y a un déséquilibre au niveau du développement des différentes régions en Côte d'Ivoire. Et ce déséquilibre-là s'explique par plusieurs raisons. Il y a d'abord les raisons naturelles. Vous savez, la disponibilité des ressources naturelles d'un environnement donné est fonction du poids et du volume démographique. Si on s'en tient à l'exemple de la ville d'Abidjan, qui a une débouchée maritime, qui a un port, on sait qu'un port est un puissant outil de structuration de l'espace et de création de l'emploi. Figurez-vous que selon les statistiques, 65% des unités industrielles de la Côte d'Ivoire sont dans la zone portuaire. Et de ce port, l'État de Côte d'Ivoire tire près de 97% de ses recettes douanières et fiscales. Donc du coup, à cause de la ressource naturelle océan Atlantique, la présence de ce port, il y a une certaine concentration de la population au niveau de la ville d'Abidjan. Et cette concentration de la population oblige les autorités étatiques à mettre en place des infrastructures, des équipements, de sorte à ce qu'il y ait une fluidité de l'activité économique. Mais quand vous allez dans les zones de l'intérieur du pays où il y a une pauvreté en matière de richesse, en matière de ressources, il est clair que ces zones-là ne pourront pas abriter un grand nombre de populations. Donc, c'est ces raisons-là qui expliquent autant de disparités. Et c'est pour corriger ces disparités régionales que l'État de Côte d'Ivoire a mis sur pied une politique de décentralisation qui a été pilotée depuis les années 1980. Et ça, on aura l'occasion au cours de l'émission d'en parler. Si on vous écoute bien, les élus locaux, les responsables qui dirigent ces différentes régions ne sont pour rien en termes par rapport au déséquilibre ou à leur responsabilité également qui est engagée. Absolument pas, parce que de toute façon, ça va de soi. Intrinsèquement, les élus locaux doivent faire face à une situation à laquelle ils sont confrontés. Je me retrouve dans une situation où les populations d'une zone particulière sont, bien évidemment, n'ont pas la densité de la population n'étant pas forcément importante. Ça va de soi que les activités économiques ne puissent pas suivre. Donc les élus locaux se retrouvent dans des conditions où ils sont établis sur des populations, mais sans toutefois avoir les ressources nécessaires pour pouvoir les administrer, pour pouvoir les diriger. Donc évidemment, ils ne sont pas forcément, ils n'y sont pas pour grand chose. Mais bon, au bout du compte, la question c'est de savoir pourquoi est-ce que ça se fait de cette façon. Est-ce que la politique de décentralisation de l'État de Côte d'Ivoire actuellement telle que pensée est bien envisagée? Est-ce que c'est bien de pouvoir créer des communes où on a une certaine population, une certaine densité de population qui n'est pas forcément à mesure de pouvoir répondre à un certain nombre de critères? Il a parlé tout à l'heure des critères économiques concentrés dans la zone d'Abidjan et dans la zone sud. Mais si on va un peu plus loin dans des localités qui aujourd'hui on pourrait dire ne devraient même pas, n'auraient même pas dû être des communes. Moi, je ne dis pas forcément que la communalisation, ou du moins les collectivités territoriales, la politique donc de l'État n'est pas forcément bien. Mais après, je dis simplement qu'il fallait peut-être regarder, tenir compte de tous ces aspects avant de pouvoir décréter des entités, des partis comme des collectivités, de sorte à pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir s'auto-gérer financièrement et tout autre aspect. Alors permettez-moi d'apporter un additif en ce qui concerne le déséquilibre, les disparités régionales. Et ces disparités-là s'expliquent aussi par le flou au niveau des tests qui président en faveur de l'érection de certaines localités en collectivité territoriale. Et quand vous prenez les tests de l'État de Côte d'Ivoire, on nous dit que pour qu'une localité soit érigée en commune, il faudrait qu'elle jouisse d'un poids démographique. Il faudrait qu'elle soit viable économiquement. Mais en réalité, ce ne sont pas des critères qui sont précis. Parce qu'aucun indicateur ne permet d'apprécier ni de caractériser la viabilité économique ni de poids démographique. Donc du coup, certaines localités qui n'ont pas d'activité,
qui n'ont pas de volume de population sont érigées en communes, alors qu'elles n'ont pas d'autonomie financière leur permettant d'assurer leur projet de développement. Exemple, construction d'écoles, érection et construction d'écoles, approvisionnement en eau potable, électricité et autres. Donc, c'est autant de difficultés qui sont factuelles. Donc, je pense que ces communes-là auraient dû être couplées à d'autres communes dans un grand ensemble, de sorte à ce que l'État de Côte d'Ivoire, dans son déploiement, dans son maillage territorial, puisse avoir assez de moyens pour pouvoir les octroyer aux différentes communes. Sans oublier que les budgets de financement n'arrivent pas tôt, et la politisation de l'administration, etc., etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut peut-être considérer la bonne intention qui accompagne la décentralisation, parce qu'après la décentralisation, d'ailleurs même par définition, c'est plutôt rapprocher, ou du moins permettre aux collectivités de pouvoir s'auto-gérer, identifier leurs problèmes, apporter des solutions à ces problèmes-là. Donc l'intention qui l'accompagne est bonne, mais après, ce qui va poser le problème, c'est quels sont les moyens dont ces populations-là disposent pour pouvoir s'autogérer. La loi de 1900, la loi numéro 78-07 du 9 janvier 1978, qui constitue, si vous voulez, la charte même proprement de la carte d'identité, si vous voulez, de la décentralisation en Côte d'Ivoire, a prévu un ensemble d'éléments. Donc ces éléments qui sont prévus sont, considérables, peuvent aider à permettre aux décentralisations, aux entités décentralisées de pouvoir s'auto-gérer, de pouvoir fonctionner effectivement. Mais dans la mise en œuvre, dans la pratique, il y a un problème. C'est vrai qu'on parlera certainement de financement, mais je crois qu'il y a encore d'autres éléments qui expliquent pourquoi le déséquilibre se passe, et puis aussi pourquoi aussi il y a un déficit en termes de moyens qui n'est pas forcément à négliger. D'accord. À l'entame de l'émission, on a parlé de 12 nouveaux districts qui ont été créés selon le chef de l'État. Les 12 districts autonomes ont été créés en juin pour être des pôles de développement au plan local. Et les personnes qui ont été nommées selon les instructions du chef de l'État sont de hautes personnalités et des cadres expérimentés ayant une proximité avec les populations et provenant chacun des districts qu'ils dirigent. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la nomination de 12 nouveaux ministres gouverneurs et donc de la création de 12 nouveaux districts autonomes. Bon, de façon naturelle, je dirais que ce sont des nominations de trop, d'autant plus que les entités décentralisées, les autorités qui existent ont des difficultés, ont des problèmes qui sont factuels. Ces problèmes n'ont pas été résolus. Et on va encore créer d'autres postes auxquels on doit octroyer des budgets de fonctionnement. En réalité, c'est des postes budgétivores. On aurait dû utiliser ce budget-là pour les octroyer aux communes qui ont des difficultés financières, de sorte à ce que leur projet de développement puisse être perceptible. L'État de Côte d'Ivoire, en prenant ce décret, a visé plusieurs objectifs. Il y a l'accentuation du maillage territorial, il y a la réduction des disparités régionales, il y a, comme on appelle ça, etc., etc. Mais au-delà de ces raisons, moi je pense que les autorités qui étaient là auparavant accentuaient déjà un maillage territorial. Parce que quand vous avez un gouverneur de district qui a en même temps une autorité de l'administration déconcentrée et décentralisée, mais il a une grande marge de manœuvre. Il opère dans la sphère de la déconcentration, il opère dans la sphère de la décentralisation. Vous prenez simplement le cas de la ville d'Abidjan. On a le gouverneur du district, on a le préfet de région de Lagune, mais en même temps le gouverneur du district a des prérogatives dans la déconcentration, il a les prérogatives dans la décentralisation. Est-ce qu'il n'y aura pas de conflit de compétences entre ces autorités? Figurez-vous que dans l'une de mes activités de consultance, j'ai été confronté aux agents d'une collectivité territoriale qui m'ont dit que, mais monsieur, il y a un conflit de compétences entre nous et le district sur un tel projet par rapport à un bien foncier. Donc vous voyez, c'est autant de difficultés que l'État aurait dû résoudre au lieu d'aller créer d'autres postes qui, à mon sens, sont budgétivores. Parce que pour moi, ça ne viendra pas résoudre le problème des populations. Quand vous regardez un peu les différents objectifs qu'on leur a assignés, vous vous rendez compte que c'est les mêmes objectifs qu'on assigne aux communes, aux conseils régionaux. C'est les mêmes objectifs. Donc, à quel échelon le district va-t-il travailler? Et dans quelle mesure? De sorte à ce qu'il n'y ait pas un conflit de compétences entre les autorités subalternes, je dirais. Parlons justement des missions qui leur sont attribuées. Moi, j'ai un avis plus ou moins contraire à celui de mon collègue tout à l'heure. En fait, je n'ai pas forcément tendance à vouloir, en quelque sorte,
désapprécier, si je peux employer le mot, la décentralisation, peu importe la forme qu'elle prend. Je salue l'initiative de pouvoir avoir des gouverneurs. Seulement, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut peut-être, encore une fois, leur donner les moyens de pouvoir opérer. Les maires, les élus locaux, donc les maires, les conseils régionaux opèrent, les gouverneurs opèrent, chacun a sa sphère d'intervention. La loi définit tout cela. Maintenant, là où le problème se pose, c'est au niveau de la mission. Quand on voit les missions des districts, ou des gouverneurs des districts, c'est plus ou moins étendu, plus ou moins large. Ils sont aussi dans la supervision. Exactement. Au niveau de l'étendue de l'action, les limites administratives qui sont donc dévolues aux gouverneurs, c'est beaucoup plus étendu. Donc, si on s'entend, d'ailleurs, ce sont des interprétations parfois politiques qui expliquent pourquoi il y a des conflits de compétences. Mais quand on se retrouve dans l'action, il n'y a pas forcément de conflit de compétences. Dans le cas de mon travail aussi, je prends par exemple un pays comme le Mozambique, et puis la Tanzanie, et plus particulièrement le Zanzibar, où nous avons des projets. On s'est retrouvé dans des situations où on devrait s'appuyer sur les collectivités locales. Et on a vu qu'en nous appuyant sur les collectivités locales, ça va vite parce que les populations sont impliquées dès la base. Et puis, on touche de très près les réalités des populations. On touche de très près les vécus quotidiens des populations. Donc, ça nous permet de pouvoir, au niveau de la Banque africaine de développement, de pouvoir avoir un certain nombre d'informations dont on a besoin pour pouvoir formuler les projets et puis les mettre en œuvre. Alors que si on s'en tient à l'État de manière, à l'État central, c'est vrai, les informations sont là, mais c'est lent parce qu'il y a la lourdeur administrative qui va avec. Il y a tout un tas de processus qu'il faut passer pour pouvoir mettre en œuvre les projets. Donc nous, en nous appuyant sur les collectivités locales, on a un projet en ce moment au niveau du Sénégal qui s'appuie sur les collectivités, sur une des collectivités locales et qui fonctionne très bien parce qu'on a un retour qui est très parfait, je veux dire un retour qui est, je veux dire, très salué par les populations. Donc pour me résumer, je dis simplement que le problème ne se situe pas au niveau du nombre, mais le problème se situe au niveau de la capacitation. Il faut leur donner les moyens, il faut leur donner ce dont ils ont besoin pour pouvoir, chaque structure au niveau où elle se situe, pour pouvoir travailler. Si cela est fait, il n'y aura pas de conflit de compétences, il n'y aura pas d'interprétation, de mauvaise interprétation de leur rôle. Et puis, bien évidemment, les populations vont bénéficier. Parce que, encore une fois, dans les collectivités locales, les populations sont impliquées depuis la base jusqu'à l'exécution des projets. Et c'est ça qui est salutaire. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il n'y a pas, en aucun cas, l'approche de décentralisation devrait être plus ou moins critiquée ou plus ou moins désappréciée. D'accord. Quelles sont les attentes vis-à-vis de ces ministres gouverneurs par rapport à leurs responsabilités? Par rapport à leurs responsabilités, on leur demande un contrôle de plus en plus accru en termes de projets de développement. Ils ont un rôle de supervision de tout ce qui est projet de développement, de grande envergure à l'échelle du district. Il y a aussi la question du maillage territorial. Ce sont des autorités qui doivent superviser le maillage territorial. Il y a aussi la question de la réduction des disparités régionales. Le but de la réduction des disparités régionales, c'est d'équilibrer les investissements économiques dans plusieurs secteurs stratégiques, de sorte à ce que chaque région puisse bénéficier d'investissements, des fruits de la croissance. Il y a aussi la lutte contre le régionalisme. Et c'est aussi très important. L'État de Côte d'Ivoire, en prenant ce décret, avait pour objectif de lutter contre le régionalisme de sorte à ce qu'il n'y ait pas des régions favorisées au détriment d'une autre. Il n'y ait pas de spécificité régionale dont on fait la promotion au détriment d'une autre. Donc voici pêle-mêle quelques missions que l'État de Côte d'Ivoire leur a assignées. Et pour le suivi de ce ministre-gouverneur, le chef de l'État s'est engagé chaque année, au moins une fois, de faire une réunion d'évaluation avec ces ministres-gouverneurs, sans oublier les rencontres qui se feront avec le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de mener les choses? C'est comme ça que ça devait être. C'est ce qui devait être. C'est la bonne approche parce qu'il faut s'assurer que la mission qui leur est assignée, évidemment, c'est que donc ces élus-là appliquent. Parce que, mine de rien, il y a un canevas qui leur est établi. C'est vrai que la loi définit leur cadre d'action, mais après, comment l'évaluation de leurs actions se fait? Qui va faire l'évaluation? Au niveau, par exemple, de leur mécanisme de fonctionnement, les gouverneurs ont la possibilité de pouvoir, au niveau de la direction de la décentralisation, de pouvoir participer aux réunions donc, de conseil. Mais après,
le suivi de leurs actions, ça va s'arrêter là. Donc, s'il y a une sorte d'indicateurs qui a été défini par l'État et donc qui est suivi par le gouvernement et évalué au fur et à mesure, je crois que ça va donner beaucoup plus de résultats. Mais l'autre aspect qui est important qu'il faut signaler, c'est quoi? C'est que très souvent, on a tendance à tourner le regard vers l'État de Côte d'Ivoire quand il s'agit de l'action des gouverneurs, mais c'est peut-être une très mauvaise perception parce que quand vous prenez au niveau de leur source de financement, vous vous rendez compte que les gouverneurs n'ont pas, ou bien les districts, si vous voulez, n'ont pas forcément de sources de financement uniquement de l'État. Il y a aussi d'autres approches, comme par exemple la coopération décentralisée. Ils ont mandat, ils ont la possibilité de pouvoir aller signer des contrats d'accord de décentralisation, enfin de coopération décentralisée, donc mobiliser des ressources internes, externes, pour pouvoir aider au financement de leur projet. Et ça, c'est pas forcément mis. Alors, ce que moi j'attendrais en tant que citoyen ivoirien de gouverneur de ces districts-là, c'est de pouvoir aller au-delà du cadre de l'État, chercher des ressources externes, aller vers les bailleurs de fonds, aller vers d'autres entités, en tout cas dans les pays développés, que cela se fasse, et voir dans quelle mesure les fonds peuvent être mobilisés et puis venir mettre à la disposition des populations. Quand vous prenez un pays comme le Mali, sur peut-être 5 communes, il y a au moins une commune qui a un contrat de décentralisation, de coopération décentralisée avec un pays européen. Donc, du coup, ça permet plus ou moins à ces communes-là de pouvoir disposer d'un certain nombre d'avantages. Donc, il y a ces avantages-là, ces aspects-là qu'il faut considérer, mais il y a évidemment d'autres aspects qui certainement interviendront un peu plus loin. D'accord, permettez-moi d'apporter un additif. Le cadre structurel et organisationnel des gouverneurs du district n'a pas encore été bien défini par l'État de Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est une politique, c'est une mission qu'on leur a assignée et l'État de Côte d'Ivoire est en train de chercher à trouver le cadre, un cadre propice dans lequel ces différents ministres vont œuvrer dans la perspective du développement. Et je pense que l'une des initiatives, l'une des innovations, ce sont les rencontres périodiques entre eux et le chef de l'État et le Premier ministre par moment, de sorte à ce qu'ils puissent rendre compte de leur action de développement. Mais ce que je vais ajouter en ce qui concerne les financements, les sous-financements des districts, en réalité, quand je prends les tests, est-ce que les districts bénéficient de ressources propres? Généralement, les districts fonctionnent à partir des subventions que l'État de Côte d'Ivoire leur apporte. Mais est-ce qu'à partir des subventions que l'État de Côte d'Ivoire leur donne, elles ont la possibilité de prendre des prêts, comme le font certaines collectivités territoriales, sur la base des ressources qu'elles ont? C'est là l'un des points d'interrogation. Au fait, c'est un peu cette partie que j'ai pris avec beaucoup de pincettes. C'est le financement des ministres-gouverneurs. Quels sont leurs mécanismes de financement? Et d'autant plus que le cadre organisationnel et structurel de ces différents ministères n'ont pas encore été définis de façon claire et précise. Il sera difficile pour nous de se prononcer avec beaucoup plus de certitude ou bien d'acuité sur cette question. Pour parler de la question de financement, justement, il y a beaucoup de maires qui se plaignent parce qu'ils ne sont pas entrés en totalité des subventions qui doivent leur revenir et qui se plaignent parce qu'au bout de 4 mois déjà, les ministres gouverneurs ont reçu autour de 4,8 milliards de francs CFA qui reviennent en termes de répartition autour de 400 millions. Quelle devrait être la collaboration entre les ministres gouverneurs et les autres élus, puisque l'objectif final, c'est le développement local? Il devait y avoir une nette collaboration. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est peut-être parfois au niveau des interprétations des rôles. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il y a une méconnaissance plus ou moins des rôles, des tests qui expliquent pourquoi se marche sur le pied. Mais sinon, quand on se rend compte les champs d'action qui sont définis, c'est clair qu'il ne devrait pas avoir de problème. Donc, il devrait avoir plutôt une collaboration, une synergie d'action. La synergie d'action est d'autant plus importante que ça va permettre de pouvoir éviter une sorte de duplication des efforts, de voir à quel niveau le maire va intervenir, à quel niveau le président du conseil régional, donc les conseils régionaux vont intervenir, à quel niveau les gouverneurs doivent intervenir. Et puis, ça va peut-être canaliser les types d'actions qui sont mises en œuvre. Donc, moi, je pense qu'il est plus important de pouvoir regarder ça de cette façon-là et aussi apprécier, en quelque sorte, les efforts de chaque parti. Je dis apprécier parce que
Quand on prend par exemple le district autonome de Yamoussoukro, il y a des actions qui ont été menées dans plusieurs localités, comme la construction des forages, la construction des écoles, des centres de santé, et ainsi de suite. Ça, c'est des actions qui bénéficient à un certain niveau. Mais au niveau des communes, qu'est-ce que le maire, je veux dire, qu'est-ce qu'on doit laisser au maire, quelles sont les actions qui doivent être spécifiquement dévolues au maire, de sorte à ce qu'il n'y ait pas une sorte de duplication, je veux dire, une répétition de ces actions-là. Et puis, au niveau des écoles, des actions sociales, comment est-ce qu'on doit s'assurer que les populations de cette localité travaillant avec la mairie, puisque au niveau du district, certains conseils municipaux font partie aussi du conseil au niveau des gouverneurs, du conseil au niveau du district. Donc, du coup, il ne devait pas avoir d'interprétation, il ne devait pas avoir, si vous voulez, de chevauchement, puisque les mêmes se retrouvent de l'autre côté. Encore une fois, les communes aussi se retrouvent dans le district. Donc, c'est plutôt une interprétation, c'est plutôt une façon d'appréhender les choses qui devait plutôt être différenciée, qui donc faciliterait la mise en œuvre des projets de développement. Moi, je veux réagir sur la question du financement des collectivités territoriales. Vous savez, aujourd'hui, il y a un cas d'école qui est en vogue. C'est celui de la commune de Koumassi. Nous tous, on a vu, on a apprécié du visu le travail, je dirais, herculéen qu'a abattu le maire Cissé Bakongo. Quand vous analysez son projet de développement, automatiquement, vous posez une seule problématique. Quelles sont les sources de financement de cette commune? Vous posez la question de savoir, mais les maires qui ont précédé le ministre Bakongo n'étaient-ils pas à mesure d'opérer, d'œuvrer dans cette dynamique? Et les observations menées sur le terrain nous amènent à savoir que le maire, il a noué des partenariats avec des banques, de sorte à ce que certains projets de développement soient financés. Mais je pense que cette dynamique-là doit être inscrite dans la logique des maires. Mais encore, pour que cette dynamique soit inscrite dans la logique des maires, il faudrait que ces communes-là aient des ressources. Parce que même quand une banque veut vous donner un prêt, la banque s'appuie sur ce que vous avez déjà. Mais quand vous êtes une commune et vous n'avez pas d'activité économique viable, mais il est normal que vous vous plaigniez lorsqu'on attribue un budget au gouverneur. Et je pense que l'une des solutions à ce problème, c'est que chaque commune de Côte d'Ivoire doit avoir en son sein un service coopération et développement international. Ce service coopération facilitera le jumelage entre la commune locale et les communes internationales, de sorte à ce qu'en fonction des spécificités régionales, c'est-à-dire atouts et contraintes de développement d'une commune, on puisse avoir un document solide, un document de base qu'on peut présenter à l'international, de sorte à ce que les gens puissent venir investir. Parce que même quand quelqu'un doit investir dans une localité, dans une collectivité territoriale, il doit tenir compte de vos spécificités. Qu'est-ce que vous avez? Quand il investit, qu'est-ce qu'il gagne? Je pense que c'est tous ces paramètres-là dont il faut tenir compte. Nous sommes promenés beaucoup, nous avons beaucoup visité les communes de Côte d'Ivoire. Très peu de communes ont un service de coopération et de relations internationales. Très peu de communes en Côte d'Ivoire. Très peu de communes nouent des partenariats. Et quand c'est comme ça entrave les projets de développement. Et même quand ça existe, il faut terminer sur ça, quand ça existe, c'est très souvent peu fonctionnel, ou peut-être ça se tourne autour d'une seule personne. Et une seule personne doit donc identifier les potentialités économiques de la commune, formuler des projets, aller vers les bailleurs. Et autre chose que les communes n'ont pas compris, moi dans le cadre de mon travail en tout cas, je me suis rendu compte que les communes n'ont pas compris qu'elles peuvent aller vers les bailleurs de fonds au même titre que les autres entités, les ONG ou autres, et puis solliciter des fonds, postuler à des projets et puis bénéficier des financements. Donc ça ne devrait pas uniquement, encore une fois, venir que de l'État, mais ça devrait aussi venir des autres entités. Il a parlé des opérateurs économiques, mais là, c'est quand même, il faut prendre à la pincette, parce que ce n'est pas toutes les communes qui ont cette possibilité, parce que les activités économiques n'étant pas développées de la même manière sur l'ensemble du territoire national. Je l'ai spécifié. Bon, après, si on se retrouve à Abidjan ou bien dans des autres localités qui sont ici, c'est plus pratique, mais quand on se retrouve dans des communes rurales où il n'y a pas forcément d'entreprises installées, bon, il n'y a pas forcément de ressources en tant que telles. Et encore une fois, pour pouvoir contracter un prêt auprès d'une banque, il faut avoir quelque chose à proposer. Mais là, les ressources ne sont pas forcément donc il n'y a pas grand-chose à proposer. Donc, ce qui est important pour terminer, c'est de sorte à identifier les potentialités,
accroître la promotion donc des valeurs, du moins des éléments, des aspects économiques, de tout ce qu'il y a encore des ressources économiques de la commune, et puis faire la promotion et au-delà de ça, postuler pour des appels d'offres et puis bénéficier des fonds internationaux. D'accord, en 15 secondes pour chacun d'entre vous, puisque nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Comment voyez-vous la Côte d'Ivoire de demain, dans les prochaines années, après la nomination de ces 12 ministres-gouverneurs? Personnellement, en termes de perspective, j'attends plus d'engagement, plus d'acharnement. Mais ce qu'il est important de noter et ce que nos ministres-gouverneurs doivent savoir, c'est qu'ils doivent disposer de plans de développement viables, de plans de développement pertinents. Vous ne pouvez pas prétendre assurer le fonctionnement, assurer la supervision des projets de développement d'envergure à l'échelle du district si vous n'avez pas une idée de l'existant, si vous ne connaissez pas les atouts et les contraintes de développement d'une région. Je pense qu'ils vont s'y atteler puisque... Il est important pour eux d'avoir de tels documents. En plus de ces documents, il faudrait qu'il y ait une collaboration franche. Parce que quand on parle de développement local, on doit forcément avoir un consensus en termes de projet de développement. Mais il faudrait que les populations qui doivent bénéficier de ces projets aient leur mot à dire. De sorte à ce que les projets qui seront lancés soient en adéquation avec les différentes aspirations. Merci. Monsieur, moi je n'ai pas fini, mais l'émission arrive à son thème. Merci, on aura l'occasion de poursuivre les échanges. Je crois parfaitement, je crois en tout cas très bien aux avantages et aux opportunités de développement de la Côte d'Ivoire, s'appuyant sur les collectivités territoriales. Et je crois que s'il y a une bonne compréhension par les acteurs donc des collectivités territoriales des tests qui régissent donc le fonctionnement des collectivités territoriales, s'il y a une réelle attribution de budget à ces collectivités territoriales, s'il y a une bonne volonté de ces acteurs de pouvoir mobiliser les ressources internationales et ne pas seulement dépendre que des ressources de l'État, s'il y a une participation effective des populations dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des projets de développement, bien évidemment qu'on ira vers un développement effectif de la Côte d'Ivoire. Donc je crois aux potentialités de développement de la Côte d'Ivoire à partir des collectivités locales. Merci Émile Bella Kouakou. Je rappelle que vous êtes consultant en développement international. Merci d'avoir accepté de participer à ces échanges. C'est moi qui vous remercie. Merci à Alain Kouadio, consultant en décentralisation et développement local. Merci également pour vos propositions, vos échanges. C'est plutôt moi qui vous remercie de l'opportunité. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.